Effectivement, accueillir Corentin et je suis très, très fier parce que, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a longtemps espéré que les syndics de copropriété s'intéresseraient à R2S, mais ça a mis un peu de temps et ça y est, on a, un projet à Nantes et un projet à Roubaix, et Corentin, à travers Sergic, est celui qui est probablement le plus motivé en ce moment. Alors, j'espère qu'il va rester motivé parce que, c'est une grande aventure, comme le dit Philippe. À noter, parce que la semaine dernière, on vous a présenté un projet en Normandie qui était voilà, vous l'avez vu dans les références, hein, c'est un réel projet R2S. Avec Corentin, ce qu'on fait là, c'est presque de la R&D en fait, hein. On est sur de l'expérimentation, on essaye de valider un modèle avec Engie notamment, hein, qui nous accompagne dans cette réflexion. Et alors, Corentin, si tu veux partager ton écran, Oui, je vais laisser la parole à Corentin, qui va présenter Sergic déjà, c'est important, et puis qui va je vous vais être expliquer rapide, hein, comment t'inquiète pas. la vision que lui a de R2S, pourquoi R2S l'intéresse et pourquoi il souhaite l'intégrer dans la réflexion de ses équipes à travers une résidence. On a choisi une résidence à Roubaix qui va vous détailler. Et puis, je pense que ça va donner lieu, là aussi, à pas mal de réactions, à pas mal de questions. Et donc, dès qu'il aura présenté son projet, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Corentin, je te passe la parole. Ouais, merci François-Xavier, bonjour à tous. Euh, Tu m'as mis une sacrée pression là, je vais tâcher d'être à la hauteur. Je suis arrivé en cours de route, hein, désolé, donc j'espère qu'il n'y aura pas de redite, ou François-Xavier, tu me coupes, et s'il y a de la redite, tu me dis, on passe, ça on l'a déjà dit, il n'y a pas de problème. Ok. Moi à la base, je représente Sergic, qui est le quatrième, ce qu'on appelle administrateur de biens en France, qui est une entreprise familiale qui justement a des valeurs d'innovation qui sont très fortes. Aujourd'hui, tous les immeubles de syndic de copropriété gérés par Sergic disposent d'une application mobile, par exemple, où les clients peuvent faire des signalements du paiement, etc., participer à la vie de leur immeuble. Voilà, juste pour que ceux qui ne connaissent pas Sergic puissent savoir, c'est 4000 immeubles, 20 000 bailleurs, 12 000 locations et 1000 transactions par an, que ce soit de l'habitation, du tertiaire ou des résidences-services, mais avec une grosse majorité sur de l'habitation. Donc le projet R2S, à la base, il est parti de l'idée d'une rencontre qui a été faite au sein de la SBA, de partir sur un projet peut-être un peu fou, de se dire, ben, alors c'est bien d'essayer d'imaginer un R2S dans le neuf ou dans du bureau, mais finalement, le plus compliqué, ça va être dans une copropriété d'habitation, dans un immeuble ancien. 70% des logements de demain, ils sont déjà construits, donc il faut peut-être s'attaquer au morceau le plus dur pour essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir se massifier. Alors c'est peut-être un peu suicidaire, mais au moins si on arrive à le faire dans un immeuble plus complet, qui plus est dans une copropriété d'habitation avec ce que vous connaissez de la copropriété sûrement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce métier passionnant, mais qui est quand même un des métiers les plus détestés des Français. Allons sur une copropriété d'habitation dans l'ancien, pardon, parce que le R2S va pouvoir permettre de mieux maîtriser l'énergie. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont du chauffage collectif avec des anciennes chaufferies, et le chauffage collectif représente 50% des charges. Les charges, vous savez que c'est quelque chose de très angoissant pour les occupants, les copropriétaires. Donc, avec le R2S, on va pouvoir sûrement améliorer la maîtrise de l'énergie et faire des économies, améliorer aussi la sécurisation dans certains quartiers. Là, on vous parle de Roubaix et on vous parlera en détail tout à l'heure, dans un quartier assez sensible. Puis il y a vrai besoin de donner accès au numérique pour tous. Il y a encore des immeubles où les occupants n'ont pas de box Internet, hein, c'est une vraie réalité. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des nouveaux services de confort, de maîtrise de l'énergie, de sécurisation ou d'autres aux occupants? Donc, on est parti de cette idée. Donc, c'est vrai, François-Xavier, on est un peu sur de la R&D. Donc, comment on a fait concrètement? On l'a fait avec Engie. On a déjà ciblé les deux immeubles dans les Hauts-de-France. Enfin, un premier immeuble où on a identifié où est-ce qu'il y avait des immeubles où l'exploitation de l'énergie était faite avec Engie. Parce que l'idée, c'est de le faire en collaboration avec plusieurs acteurs, parce que seul un syndic ne pourra pas y aller dans cette démarche, ou un exploitant seul ne pourra pas. Il faut une congrégation de plusieurs acteurs qui s'y mettent. Donc, on s'est d'abord concentré sur un immeuble situé à Ronchin. On s'est rendu compte qu'il y avait des coûts d'infrastructure élevés, qu'on n'arrivait pas à avoir un ROI qui était à moins de 15 ans pour la mise en place d'une infrastructure à 2S. Donc, on s'est dit, ce n'est pas le bon ciblage, il faut qu'on essaye d'aller ailleurs.
Donc, on s'est orienté sur un immeuble qui est un immeuble à Roubaix, vieille Sens, 48 logements, quartier très social, copropriété d'habitation privée, mais habitat très social, avec des problèmes de sécurisation. Voilà, un immeuble, excusez-moi l'expression, un peu bien merdique. Mais on s'est dit, si on arrive dans cet immeuble un peu merdique, eh ben, peut-être qu'on va réussir à trouver des cas d'usage qui vont servir tout le monde. Donc actuellement, on se heurte à certaines difficultés. Des difficultés de coût, je vous en ai parlé juste avant, parce que le coût de l'infrastructure aujourd'hui, ça représente quand même quelque chose, j'y reviendrai juste après. Des sujets clients, d'occupants, que ce soit des copropriétaires, que ce soit des locataires. Déjà, il faut arriver à vulgariser ce qu'est un R2S pour des copropriétaires qui sont parfois pas connectés, pour des copropriétaires qui ont des faibles connaissances sur comment fonctionne la copropriété, qui ne sont pas peut-être forcément prêts à tout ce qu'on leur explique. Pour eux, c'est complètement du chinois. Même la loi 65 sur le fonctionnement d'une copro, ça l'est. Donc, quand on arrive avec du R2S, il faut y aller avec une sacrée vulgarisation. Et puis, des clients qui sont dans un contexte d'incertitude, de qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tête en termes d'obligations, qui ont dû rénover leurs ascenseurs il y a quelques années, qui ont des problématiques aussi de peut-être de rénovation énergétique à envisager. Donc, quand on leur parle de R2S, voilà, ça ne fait pas forcément partie de leurs priorités. Ils n'y avaient même pas pensé. Et on a eu une opportunité avec Engie, qui est l'exploitant de cette résidence vieillissance, qui exploite l'énergie, une opportunité de renégociation du P1, P2, P3. Alors, ce qu'on appelle dans l'exploitation d'un bâtiment, dans l'exploitation de l'énergie, le P1, c'est la fourniture de l'énergie. Le P2, c'est la maintenance des installations, les mainteneurs qui viennent entretenir les chaudières, etc. Et le P3, c'est la garantie totale des installations. En gros, si une chaudière pète, l'exploitant la remet en place. Sur cet immeuble-là, la copropriété achète le P1 en direct à un autre fournisseur d'énergie qu'Engie. Et c'est Engie, par contre, qui entretient la chaufferie et qui garantit les installations. Il se trouve qu'il y avait une opportunité de renégociation du contrat qui arrivait à échéance. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas renégocier et travailler avec Engie un contrat global qui engloberait le P1, le P2, le P3, avec une rénovation de certains éléments de la chaufferie, permettant d'avoir des consommations plus raisonnables, permettant d'avoir une meilleure performance et un coût beaucoup plus cohérent pour l'ensemble de la copropriété. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, avec la renégociation qu'on a envisagée avec l'aide d'Engie, on arrive à financer l'infrastructure R2S grâce aux économies d'énergie réalisées, ce qui permet au bout de 8 ans de permettre aux copropriétaires finalement de encore faire des économies. N'hésitez pas, si ce n'est pas très clair ce que je vous présente, à m'arrêter. S'il y a des questions, je ne vois pas les questions dans le chat. Donc, ce qui commence à avoir une lueur d'espoir en se disant, tiens, finalement, si on arrive à renégocier l'exploitation, grâce à l'infrastructure R2S, on va réussir à maîtriser les consommations et faire moins de consommation dans le bâtiment, parce qu'on va animer les occupants, les usagers, parce qu'ils vont avoir des outils permettant de mieux piloter l'énergie, on pourrait financer cette infrastructure. La difficulté aujourd'hui, c'est que un copropriétaire, si on lui présente ça, on n'est pas certain de savoir si lui, il ne va pas préférer avoir les économies d'énergie directement dans sa poche plutôt que ces économies financent une infrastructure R2S. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en avant tous les bénéfices attendus pour les occupants de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte que l'infrastructure va s'autofinancer, mais qu'en plus de ça, on va pouvoir à la fois améliorer le confort, à la fois détecter des fuites, on va pouvoir aussi leur permettre de remplacer un système d'interphonie à moindre coût, parce que si on a une infrastructure R2S qui est déjà présente, ça coûtera moins cher que si on remplace tout le système d'interphonie existant. Donc tout ça est en train d'émerger et on est en train d'essayer de le vulgariser de manière à le rendre acceptable pour les clients. Parce que tout ça, ça va devoir se décider dans une assemblée générale de copropriétaires. Donc, vous imaginez bien que le processus décisionnel d'une copropriété
Quand on engage des gros travaux, c'est en moyenne 3 ans. Quand il y a un projet de ravalement de façade qui est à l'idée, au bout de 3 ans seulement, c'est voté en Assemblée générale, plus la réalisation des travaux, donc on peut compter 4 ans. Donc vous imaginez la difficulté de faire comprendre aux copropriétaires l'intérêt de la démarche. C'est long, mais on est persuadé de l'intérêt de la mise en place de cette infrastructure, mais on a encore un petit peu de travail, mais on garde la ligne droite pour y arriver. Et donc pour l'exploitant, effectivement, on va pouvoir proposer plus de services, on va pouvoir connecter l'immeuble, rendre aussi des accès Internet indépendants, etc. etc. Après, François-Xavier, tu peux peut-être plus aborder la partie technique sur les parties communes. Oui, alors, comme on est en R&D, ne vous fiez pas aux produits, hein. C'était plus des exemples, pour se projeter, hein, pour essayer de commencer à chiffrer et cetera. On a fait des hypothèses. On a un intégrateur qui a commencé à réfléchir à différents produits. Donc on compare des solutions parce que clairement, la plupart des solutions du marché ne sont pas éligibles, au niveau financier à une opération comme ça. Donc on cherche, on a des pistes et puis on le verra tout à l'heure, au niveau de l'infrastructure, on a aussi pas mal d'idées, en gros, pour raconter l'histoire qui sera acceptable par ses copropriétaires. Donc là, en partie commune, hein, on va déployer, au minimum, de l'automate, hein. Je voyais des questions dans le chat sur, est-ce que les données sont dans le cloud? Est-ce que les données sont en local? Bon, ça, c'est le projet, le bureau d'études et l'intégrateur qui définiront en fonction des contraintes et des budgets. Tout ça, c'est libre. Dans R2S, on n'impose pas, hein. Dans R2S, on donne des pistes, on donne des guidelines, mais ça reste relativement ouvert en termes de choix de technologie. Idem pour l'infrastructure, parce qu'on parle d'infrastructure R2S, ça peut être du filaire, ça peut être du cuivre, ça peut être de la fibre, ça peut être du courant porteur sur du coax, ça peut être, pourquoi pas, du Wi-Fi, on le verra tout à l'heure. Ça, c'est libre à partir du moment où on répond aux exigences du R2S. Donc là, on a répondu à une des problématiques de la copropriété qui était au niveau sécurité, hein. Il y a évidemment des grosses questions sur l'énergie, il y a aussi des grosses questions sur la sécurité. Donc, on imagine de la vidéophonie IP qui va nous servir, et ça, c'est dans le logement, hein, si tu passes à la slide d'après, dans le logement, on va avoir l'écran qui sert de vidéophone, qui sera l'écran qui sera le tableau de bord du logement. D'accord? Donc là, on est sur des tout petits écrans tactiles, hein, pour des questions de budget, mais qui sont suffisants pour répondre à un visiteur, mais pour voir ses consommations, avoir des conseils pour faire des économies d'énergie, et puis piloter déjà certains équipements connectés du logement. Donc là, on a déjà réfléchi à différents capteurs, à différents objets connectés, ne serait-ce que pour les électrovannes, hein, puisqu'on sent bien que pour l'énergie, il va falloir quand même équiper un petit peu ces radiateurs. La notion d'ouvrant était importante, hein, pour le niveau de sécurité. Et puis, très rapidement, et c'est ça la logique de R2S, alors je ne sais même pas si on l'a dit, R2S, ça veut dire Ready to Service, hein, donc c'est ne pas déployer tous les services dès le départ. On déploie une infrastructure, on choisit avec, en l'occurrence Sergic, 2, 3, 4, 5 services qui vont être les services de base, qui vont répondre aux besoins de tous les copropriétaires. Et puis après, chaque locataire ou chaque propriétaire pourra lui-même rajouter des choses avec des options sur le contrôle d'accès, les serrures connectées par exemple. Beaucoup de personnes fragiles dans cette résidence, donc on peut imaginer pas mal d'options sur le maintien à domicile par exemple. Et puis pourquoi pas, pour une famille, des options de confort. Ça, c'est l'étape d'après en fait, hein. C'est une fois qu'on aura déployé R2S, vous voyez, Corentin parle de plusieurs années, hein. Donc une fois qu'on aura déployé ça, chaque locataire, au fil du temps, pourra rajouter ou enlever certains services. Oui, et donc effectivement, voilà, l'idée c'est après d'ouvrir pour c'est raconter une belle histoire aux clients. C'est pas leur raconter n'importe quoi. C'est d'y aller de manière sincère, hein, en leur disant effectivement avec cette infrastructure, nous on veut améliorer le cadre de vie de votre résidence. On va pouvoir le faire et on essaye de trouver des solutions malines
qui vont permettre d'être accessibles pour tous. Donc aujourd'hui, notre prochaine étape, c'est d'arriver à baisser le coût de l'infrastructure R2S, qui aujourd'hui, même 8 ans, c'est quand même assez long, même si ça n'a pas d'impact sur le portefeuille des copropriétaires, hein, faut être clair, mais il faut expliquer aux copropriétaires que les économies qu'ils réaliseraient avec la renégociation du contrat de chauffage, elles seraient intégralement consommées par l'infrastructure R2S, mais qu'ils en verraient des bénéfices vraiment sur leur portefeuille au bout de 8 ans, ce qui semble très long aujourd'hui en copropriété. Donc il faut vraiment qu'on baisse ce coût. Il faut et peut-être essayer de trouver d'autres économies possibles, hein, grâce à de l'infrastructure et ce dont François-Xavier me parlait, cet Internet social qui permettrait de faire baisser le coût d'abonnement d'une box individuelle qui est aux alentours de 30 euros à un coût collectif qui serait à 5 euros par personne, avec un débit suffisamment important. Donc là, on peut peut-être avoir des leviers sur ce sujet. Voir ce qu'il pourrait y avoir comme aide de l'État sur ce sujet également. Et une fois qu'on aura affiné tout ça, il va falloir aller rencontrer les copropriétaires, ce qu'on a déjà fait une première fois, et aller leur expliquer ce qu'on aimerait faire dans leur immeuble, mais aussi aller leur demander ce qu'eux, ils souhaitent dans leur immeuble, c'est quoi leur projet, pour les accompagner au mieux et faire en sorte que ce soit opérationnel et que les occupants s'approprient aussi cette infrastructure et l'usage, bien sûr, de tout ce qui sera mis en place. Alors, je peux reprendre la main Vas-y, sur je ce t'en prie. schéma-là. Ouais, on a repris le schéma de Philippe, hein, qui était le schéma de principe, et on l'a imaginé pour cette résidence. Donc, vous voyez tout le temps, hein, cette différence entre le orange et le bleu, hein. Le orange, c'est ce que souhaite faire le locataire dans son logement avec sa propre box. C'est son choix. Et dans cette configuration R2S, évidemment, et c'est le cas dans cette résidence, hein, si certains locataires n'ont pas Internet, ils auront quand même les services connectés de la résidence. Évidemment, ça c'est un prérequis de R2S. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce schéma, hein, vous l'aurez dans les restitutions et les présentations que vous pourrez avoir après le webinaire. Mais l'idée, vous voyez, c'est plutôt de déployer en Wi-Fi, pour des questions d'économie, mais surtout pour des questions d'agilité. Je voyais une question tout à l'heure sur les halls d'entrée, sur des services qui pourraient advenir. Si demain, on veut rajouter des services de boîtes aux lettres connectées, de boîtes à colis, de vidéosurveillance dans le hall, bon, ce n'est pas évident en filaire de prévoir tous les endroits stratégiques. Avec un vrai réseau Wi-Fi bien conçu, s'il innerve bien les parties un peu stratégiques du bâtiment, on pourra déployer des services au fil du temps. Et puis, et je voudrais insister là-dessus parce que pour l'instant, hein, je ne vous le cache pas, on a échoué à convaincre Sergic sur le modèle économique. C'est-à-dire aujourd'hui, on est encore trop cher, Corentin vient de vous le dire, et l'idée, grâce à des nouveaux partenaires, des membres de la SBA d'ailleurs, on voit des nouveaux métiers qui apparaissent, donc ces fameux opérateurs de services smart. Alors, ils étaient là déjà, hein, ils équipaient des résidences-services, des résidences étudiantes, des résidences de vacances, des hôtels, avec du Wi-Fi. Et maintenant, ils intègrent dans leur point d'accès Wi-Fi du connecté. Et donc, on est capable de déployer, on parlait de 5 euros sur une résidence comme ça, mais ça peut être beaucoup moins sur des résidences qui feraient 200 ou 300 logements. Pour 5 euros, on propose un accès de base à tous les résidents. Et là, on est sur une histoire que tout le monde comprend. Je veux dire, à travers ce confinement, ces confinements, à travers toutes ces expériences liées à la crise sanitaire, tout le monde a compris qu'un accès Internet, c'était important. Mais tout le monde ne peut pas se le payer déjà, hein. Dans ce genre de résidence, il y a déjà une marche à franchir. Là, on va dire, on fournit à tout le monde un premier niveau d'accès Internet et sur lequel on va déjà mettre quelques services de base. Et là, il y a un modèle économique qui va peut-être, on va le valider dans les prochaines semaines, tenir la route parce que, je reprends l'exemple de Corentin, si les gens payent 30 euros, il y a une histoire à raconter, une histoire qui est assez agréable à entendre, qui est de dire, eh ben, on va pour 20 euros non seulement vous proposer Internet, mais en plus, vous allez avoir des économies d'énergie, de la sécurité à travers un vidéophone et puis des premiers niveaux de domotique dans votre logement. Donc là, on va ajouter à notre projet, donc on avait Engie, hein, pour la partie énergie, on va ajouter au projet un partenaire d'infrastructure R2S et puis on va mouliner tout ça
on va demander à l'intégrateur de recalculer un peu tout ça pour arriver, je l'espère, à un modèle économique satisfaisant pour une copropriété. Et franchement, Corentin, j'aimerais bien être là le jour où vous présenterez le projet à la copropriété, parce que ça risque d'être assez sportif, mais c'est la vraie vie en fait. C'est pour ça on présente ça. C'est que si on veut que le numérique soit accepté dans ces copropriétés, il faut travailler collectivement à quelque chose qui tient la route. Ben, aujourd'hui, on touche peut-être du doigt quelque chose qui tient la route. Alors, je ne sais pas si Corentin, tu veux préciser des choses ou si on passe directement aux questions-réponses. On peut passer directement aux questions. Alors, si vous voulez, il y a des Je vais questions arrêter dans de le chat, hein, partager. mais si vous voulez vous exprimer, vous activez votre micro et puis on vous écoute. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, Loïc, on t'entend. Parfait. Déjà, merci pour cette présentation. C'était très clair. Et deux, une première question, c'est, puisqu'il faut connecter tous ces IoT ensemble, en quelque sorte, est-ce qu'il y a un data model ou des data models que vous préconisez déjà dans l'utilisation, donc des data models qui seraient par exemple open source? Je pense notamment à ce qui est Haystack, Bricks, tout ça. Est-ce que ce sont des data models que vous préconisez? François-Xavier, je te laisse répondre peut-être. Ok. Non, je regardais Philippe s'il veut répondre, mais je Ah ouais, ou peux. Philippe, ou allez-y. Ouais, ouais. On est agnostique, hein. Je vois d'ailleurs dans le chat des questions sur IoT versus bus versus protocole. On est dans R2S complètement agnostique. Là, c'est l'équipe de conception qui fera des choix, qui pourra partir sur l'open source, qui pourra partir sur des technologies moins ouvertes, mais en aucun cas propriétaires. Vous verrez quand même qu'il y a quand même des garde-fous. Mais aujourd'hui, la plupart des solutions du marché sont tout à fait éligibles à faire du R2S dès lors qu'il y a une passerelle vers l'IP en fait, hein. Donc on est agnostique, on ne va pas rentrer dans une démarche de protocole, de définir il faut tel protocole ou il fait tel type de câblage. On s'est refusé à le faire. Philippe, tu peux peut-être compléter si tu veux. Oui, oui, c'est bien l'objectif de l'infrastructure de ces autoroutes autoroutières, c'est que tout le monde peut prendre l'autoroute dès lors que le moyen de contrôle pour arriver sur l'autoroute est universel. Et c'est bien l'objectif de ces API, c'est de pouvoir les. D'ailleurs, c'est extrêmement important parce que chaque système qui serait connecté sur l'infrastructure numérique, chaque système est indépendant en matière de fonctionnement, hein. Le fonctionnement de chaque partie d'installation, hein, de chaque, dans les bâtiments, qu'on parle de chauffage, qu'on parle d'ascenseur ou qu'on parle de pompe de relevage, elles ont leur propre dispositif de fonctionnement, hein. Donc, par contre, si elles veulent se connecter sur le réseau R2S pour qu'on puisse faire bénéficier d'un service aux usagers ou aux mainteneurs ou aux propriétaires du bien, eh bien, il faut bien que pour rentrer sur cette autoroute, on y trouve une API qui va permettre de faire le lien entre, je dirais, le fonctionnement autonome en matière de technicité, mais également ce raccordement pour faire fonctionner les services. On est bien sur des systèmes totalement indépendants et totalement neutres. C'est bien pour ça que j'ai parlé tout à l'heure qu'on a un protocole de communication qui est là pour supporter tout type d'application sur son dispositif. C'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas non plus se dire, d'un côté, on dit que l'on veut un système qui est interopérable et ouvert, et pouvoir se dire, sur l'infrastructure numérique, on est désolé, mais là, on ne peut avoir qu'un seul système de langage. Ce serait totalement incohérent par rapport à ce qu'on a annoncé. Donc, on est agnostique, voire on peut imaginer plusieurs protocoles dans un même projet en fait, hein. C'est pas du tout rédhibitoire. Philippe vous l'a dit, il y a plein de sujets. On a parlé de vidéophone, d'énergie, de confort domotique, de parties communes, etc. Il peut y avoir plein de sujets différents dans un projet R2S. Il faut de la convergence. On ne peut pas avoir des prestataires, par exemple, qui vont dire je vais déployer ça dans mon coin. Non, la convergence vers le réseau R2S est indispensable. La convergence vers l'IP est indispensable. La convergence en termes applicatifs n'est pas indispensable, mais est fortement conseillée, hein, pour que l'usage et l'expérience de l'utilisateur soient satisfaisantes et simples. Parce que la même façon qu'il va falloir convaincre la copropriété, après, il va falloir convaincre individuellement chaque locataire. Donc, il va falloir aller vers des choses extrêmement simples à comprendre, à appréhender, à utiliser,
à faire évoluer, parce que chaque locataire aura des besoins différents. Donc, si on veut éviter d'avoir trop d'accompagnement humain, il faut énormément réfléchir à l'ergonomie, réfléchir à l'expérience de ces utilisateurs. Et ça, c'est vraiment des défis hein, aujourd'hui. Hein. On est dans ces défis-là. Alors, ça, c'est vrai dans les projets R2S actuels. Hein. Quand on déploie notamment dans le neuf ce genre de projet, on voit bien qu'il y a un effort énorme qui est fait sur la capacité de déployer rapidement et d'être très facilement, je dirais, adopté par l'utilisateur final. Alors, ça n'empêche pas d'avoir du service. Donc, l'opérateur de service pourra prévoir, par exemple, 1 heure par logement pour accompagner les locataires à appréhender, comprendre, poser des questions, peut-être télécharger l'application sur le téléphone ou sur une tablette, peut-être personnaliser des scénarios. Donc, on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui un petit peu d'accompagnement à faire, mais l'idée, au fil du temps, ça sera d'être de plus en plus être dans l'ergonomie, ce qu'on appelle le plug and play. Hein, je pense que les gens vont s'habituer à ces solutions. Aujourd'hui, il y a un frein à ce niveau-là, ça c'est sûr. Je vois une question sur le coût. Alors, je vois que c'est Cyril qui nous la pose, donc c'est assez intéressant parce que je vois la réponse de Corentin. Donc là, vous voyez que ça représente un budget important. Alors, ça n'a rien à voir avec les budgets qu'on a en rénovation énergétique des logements. Hein. On voit bien qu'avec ce type de budget, on peut déjà répondre à une grande partie de l'économie d'énergie parce que l'intelligence va déjà induire une certaine économie d'énergie. Et je trouve ça intéressant parce que ce coût au logement, il faut qu'on l'étale sur de l'OPEX. C'est-à-dire que si c'est du CAPEX, ça ne passera jamais. Donc là, il faut l'étaler sur quelques années. Donc 8 ans, c'est déjà trop. Donc Corentin imagine peut-être plus 4-5 ans, j'imagine. Et là, on a clairement besoin, parce que tout le monde ne connaît pas Cyril, mais Cyril fournit des systèmes de vidéophonie IP. Donc sa question n'était pas anodine. Bah, on a besoin de prestataires qui vont aussi proposer leurs solutions en OPEX, c'est-à-dire qui vont déjà financer, qui vont déjà proposer des solutions adaptées à des financements sur plusieurs années, voire à du remplacement au fil du temps. Parce que si je mets un écran tactile dans un logement, on peut imaginer que dans 10 ans, la copropriété va dire, un peu comme l'ascenseur, attention, c'est un peu obsolète. Donc, le fait de financer ça sur plusieurs années avec des prestataires qui vont, entre guillemets, prendre un risque sur plusieurs années, ça permet aussi de répondre à un des freins des gens dans le monde du connecté, hein, qui est, nous, on ne veut pas d'objets connectés au sens jetable. On veut des choses pérennes. Donc tout ce qui appartient au réseau bleu, hein, qu'on vous montrait sur le schéma de tout à l'heure, c'est des choses qui doivent être pérennes, qui doivent être stabilisées dans le temps, et pour des choses très innovantes comme les écrans tactiles, qui doivent avoir un modèle de remplacement pour qu'on puisse, dans des coûts de copropriété habituels, pouvoir faire évoluer. Oui. Également, il y a un critère qui n'a pas été évoqué, mais il est intéressant dans une copropriété, c'est qu'aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont assez anciens avec d'anciennes technologies, et le jour où on va rénover ces installations-là, nécessairement, on va avoir, le numérique va arriver. C'est inévitable. Donc, ça veut dire que si on a plusieurs projets dans une même résidence qui va se trouver rénové et qu'on a donc plusieurs systèmes numériques qui vont s'installer, si on ne passe pas par une colonne R2S, il y a plusieurs possibilités, mais ça veut dire qu'on va créer autant de colonnes de services et individualisées par l'eau technique au fur et à mesure du temps, qui vont avoir un coût qui va être multiplié autant de fois qu'on aura de travaux à faire, mais également autant de gênes pour les résidents. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que quand on fait une rénovation énergétique, on a la chance de passer une première fois, de pouvoir investir sur une colonne qui sera réutilisée par d'autres lots techniques, et on ne va pas gêner une autre fois les résidents en refaisant des percements, en refaisant toutes sortes de gênes, mais surtout en reproposant une ardoise un petit peu lourde parce qu'on doit retirer de nouveau une nouvelle fibre, un nouveau câble. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est aujourd'hui absolument mesurable. Et là, je crois que c'est important de rappeler que cet investissement qui est fait pour le premier qui passe, eh bien, c'est quelque chose qui est durable dans l'immeuble. Et le coût est unique. C'est non négligeable.
On peut estimer qu'aujourd'hui, ça permet de réduire à peu près de 5 fois les coûts si on se projetait sur chaque rénovation prise à l'unité. Je vois qu'il y a une question aussi sur le coût acceptable pour la résidence. C'est très dur de pouvoir répondre à cette Oui. question. Chaque résidence étant différente en fonction de ses priorités, c'est impossible. Il faut arriver aussi à… Aujourd'hui, une résidence, il y a tellement de charges dans un immeuble, que ce soit l'assurance, l'administration, le chauffage, l'énergie, que il ne faut pas que ce soit perçu comme une charge en plus. Donc, il faut arriver à prouver l'intérêt des économies réalisées grâce à cette infrastructure. C'est pour ça qu'en termes de modèle économique, après derrière, il va falloir aussi peut-être envisager d'embarquer les exploitants, l'ensemble des exploitants d'un bâtiment, que ce soit l'énergie, que ce soit l'ascensoriste, que ce soit celui qui entretient la sécurité incendie, etc., qui pourraient peut-être eux aussi contribuer au financement de l'infrastructure, puisque eux, grâce à cette infrastructure, vont aussi avoir des avantages non négligeables. Donc le tout, c'est pas de le faire supporter par les occupants, mais c'est de trouver un bon modèle qui soit cohérent, peut-être plus proche d'un modèle proche de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, plutôt qu'un modèle économique standard. Après, il y aura la question de la propriété de l'infrastructure. Est-ce que ça appartient au syndicat des copropriétaires? Est-ce que ça appartient aux exploitants? Vous voyez, il y a encore des questions à répondre. Mais pour un coût acceptable, aujourd'hui, chaque copropriétaire vous dira c'est zéro, quoi. Enfin, c'est pas un coût. Ça doit s'autofinancer. Il y a des questions aussi, enfin, ce que tu dis là, Corentin, ça fait penser à la partie juridique des choses. C'est-à-dire que on sent bien que, et ça c'est vrai dans tous les projets R2S qu'on est en train de traiter, hein, qu'on doit également réfléchir à cette notion de propriété, à cette notion de responsabilité. Et donc là, je vous en informe pour certains, mais on a lancé une commission juridique au niveau de la SBA. Donc on a des gens, des porteurs de projets, mais on a aussi des juristes, on a des avocats. On a notamment l'avocate qui a travaillé sur le Smart Marseille, hein, donc un quartier connecté à Marseille, et qui s'est pris déjà en pleine face toutes ces dimensions juridiques de ces copropriétés. Donc là aussi, c'est de l'intelligence collective. On va essayer de rassembler tous ces retours d'expérience pour éviter de retomber dans tous ces pièges, en fait. Il y a un vrai sujet. Et là, avec une rénovation de copropriété, c'est le premier projet comme ça, et ben, je pense qu'on va, avec Sergic, réfléchir et répondre petit à petit à toutes les objections qu'on risque d'avoir. Alors, on l'a vu au niveau prix, mais on aura aussi évidemment beaucoup d'objections au niveau propriété, responsabilité, pérennité de cette infrastructure, pérennité de ces objets. Alors, je vois beaucoup de remarques sur IoT. Effectivement, c'est un abus de langage, hein. On parle d'IoT. En gros, il va y avoir des choses connectées. Things, hein, le T, il veut bien dire choses. Ça peut être des capteurs, des actionneurs, ça peut être du KNX, ça peut être du filaire, ça peut être du Modbus, ça peut être ce que vous voulez, en fait, peu importe. C'est connecté au sens IP des choses. C'est ça la différence. C'est que quel que soit le protocole, à un moment, on voudra que ça soit raccordé et communiquant avec notre colonne R2S. Et à partir de ce moment-là, les modèles, que ce soit les modèles économiques, que ce soit les modèles juridiques, que ce soit les modèles de propriété, les modèles de financement, ils sont à inventer, en fait. Nous, on ne souhaitait pas aujourd'hui vous présenter quelque chose de clé en main parce qu'on est en pleine réflexion. On y va de façon itérative. Donc, on a eu toute une phase entre septembre et décembre sur une première itération, je dirais, à l'ancienne, c'est-à-dire voilà, avec les systèmes existants sur le marché, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on est trop cher. Et maintenant, depuis janvier, là, on réfléchit avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux modèles, pour essayer de trouver le modèle qui va passer, en fait. Et on ne le connaît pas. On n'est pas là pour vous dire voilà ce qu'il faut faire. Malheureusement, hein. Faire du R2S, c'est déjà un bon début, mais ça ne suffit pas. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Et si Corentin va, ou quelqu'un de l'équipe de Corentin va en réunion de copropriété dire c'est génial, on va vous faire du R2S, il va être sorti manu militari de la réunion, hein. Donc, ce n'est pas la solution, R2S. Entre nous, entre professionnels, on sent bien qu'il y a déjà énormément de choses dans R2S. C'était une question d'Alexandre tout à l'heure. Que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau des données, que ce soit au niveau de l'accompagnement, de la gestion de projet, on a déjà dans R2S
des réponses qui vont, alors pas forcément garantir, hein, c'est un bien grand mot, mais apporter de la pérennité au projet, apporter des garde-fous au projet. Le fait d'avoir un bureau d'études spécialisé, un AMO ou autre, c'est déjà une garantie, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'indépendant qui ne va pas tomber dans tous les pièges de tous les fabricants qui vont annoncer des chiffres ou annoncer des ratios ou annoncer des performances qu'aujourd'hui, personne ne peut garantir. Donc là, il faut de l'indépendance. Et dans R2S, bah, vous gagnez des points si vous êtes accompagné par des professionnels. Alors, ce qu'il faut voir aussi par rapport à R2S, c'est que l'intérêt, c'est qu'on va capitaliser sur un concept qui est déjà mûr, hein, veut dire dans sa conception et dans son utilité, mais surtout le fait d'être dans cette communauté R2S et SBA, c'est-à-dire que tous les acteurs sont là et on va pouvoir se faire vraiment du REX pour continuer d'optimiser, continuer de répondre à toutes les questions qui se posent, chose qui ne s'est jamais fait aujourd'hui dans le cadre, je dirais, de l'intelligence apportée dans les bâtiments de type résidentiel. Et ça, c'est aussi relativement fondamental. Et je pense que pour les animateurs dans les copropriétés, c'est aussi très rassurant, hein. Nous, on le voit au travers quelques questions que nous recevons. Les premières questions qui se posent, c'est de se dire, moi, je veux absolument pouvoir me connecter sur mon logement parce que je fais du télétravail, j'ai un certain nombre de choses, mais sécurisez-moi sur mes données personnelles, en tout cas, les données personnelles, qu'elles soient directes ou indirectes, je veux savoir ce que l'on fait des informations susceptibles de sortir de chez moi. Et ça, c'est vraiment la base. Et on peut considérer que dans des copropriétés, c'est vraiment indépendamment du coût qui est toujours important, c'est vraiment le critère de choix qui l'emporte aujourd'hui. Les économies d'énergie, elles viennent naturellement à la discussion. On a toujours l'impression que son voisin consomme plus que soi-même ou qu'il laisse sa porte ouverte ou sa fenêtre ouverte trop fréquemment. Mais toujours est-il que c'est quand même pas la priorité. Une question pour toi, Philippe, sur le coût de la certification en elle-même. Eh bien, le coût de la certification va dépendre avant toute chose de la quantité de temps qu'on va devoir y passer. Donc, ça va devoir, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on va vérifier qu'effectivement l'installation, elle est bien faite, mais qu'elle est opérationnelle. On ne se contente pas de vérifier que les objets sont présents, on va jusqu'à les tester, les vérifier. Donc, ça veut dire que le coût va être proportionnel au nombre de services et au nombre de logements qui vont être dans la résidence. Tu peux donner une fourchette peut-être? Un ordre de grandeur, on peut considérer aujourd'hui que pour une résidence qui aurait une cinquantaine de logements et on va dire une dizaine de services, que l'on soit sur la partie service au bâtiment ou service aux occupants, on va être sur un budget de l'ordre de 10 000 euros à peu près. À peu près. C'est un ordre de grandeur très large, hein. Alors, il y a effectivement différents niveaux. On n'est pas rentré dans les détails des niveaux, mais en gros, on est comme dans le R2S tertiaire, sur 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Alors, pour information, parce que on a des gens des Hauts-de-France, le premier projet R2S tertiaire 3 étoiles a été fait par Vinci Énergie à Lille. Donc, peut-être que le premier projet R2S 3 étoiles résidentiel le sera aussi dans les Hauts-de-France. Alors, Vieille-Sens, je ne suis pas sûr, hein. Ouais, si on le fait à Vieille-Sens, écoute, c'est Champagne. Champagne. Ouais, voilà. Oui, je suis d'accord. Après, il y a des projets plus ou moins simples, hein. On a effectivement pris un projet qui est un beau challenge. On verra, on regardera à quel niveau on peut être, mais en fonction du nombre de points, alors, dans les documents que Philippe pourra vous envoyer, vous verrez un peu voilà, comment on peut gagner des points. Il y a des points obligatoires, puis il y a des points optionnels. Donc, en fonction du nombre de points que vous allez récupérer, et vous pouvez, il vous a mis un lien d'auto-évaluation, hein, tout à l'heure, Philippe. Donc, vous pouvez rentrer déjà dans une auto-évaluation de vos projets. Et puis, rapprochez-vous de Philippe pour avoir des idées d'informations et puis de cibles. Ça ne sert à rien de cibler à tout prix le 3 étoiles, hein, ce n'est pas l'objectif, hein. Non, mais ce dont on se rend compte, c'est que sur les projets que l'on a, qui sont actuellement en cours de déploiement ou les projets sur d'autres qui peuvent arriver, généralement le niveau de base il est sur 1 étoile. Et on se rend compte qu'en discutant avec les maîtres d'ouvrage, en discutant avec les intégrateurs, qu'en faisant un tout petit effort, on passe très rapidement à 2 étoiles et ça semble être vraiment la bonne cote
aujourd'hui est le standard qui va se décliner dans le résidentiel. Donc, ça veut dire qu'il est accessible et que technologiquement, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, une fois qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on le met en œuvre, je veux dire que naturellement, les maîtres d'ouvrage franchissent le cap. Alors, ce n'est pas une question, mais on peut peut-être finir là-dessus parce que c'est une remarque intéressante de Kevin. On essaye tous là de parler de ROI, mais effectivement, je pense que la valorisation du patrimoine, c'est quelque chose de très important pour une copropriété, pour la valeur d'un bien. Donc, il faut aussi le prendre en compte et c'est quelque chose qu'on peut aussi évoquer dans une réunion de copropriété. Alors, évidemment, il y a des locataires qui ne vont pas très bien adhérer, mais c'est quelque chose, quand nous on parle à des bailleurs, qui évidemment a de la valeur. C'est bien le patrimoine qu'on veut valoriser et sur lequel on doit aussi raisonner quand on va parler d'investissement. Dernière question. Oui, ce quatrième fluide, puisque c'est comme ça qu'on se plaît de l'appeler, hein. Oui, ce quatrième fluide est vraiment un élément valorisant et qui est incontournable dans la valorisation du bien. C'est clair. Le fait que ce soit une installation pérenne et non pas attachée à une technologie particulière fait qu'effectivement, un bâtiment, un immeuble, un logement va être mieux valorisé s'il est réalisé de cette manière-là, inévitablement. Alors pour répondre à Sandrine, hein, oui, évidemment, c'est beaucoup plus évident à comprendre dans le neuf. Les promoteurs étaient les premiers demandeurs hein, de ce label pour valoriser leur mètre carré, en fait. C'est-à-dire, si ils sont en concurrence avec un autre promoteur à côté, aujourd'hui, comme le connecté commence à parler à certaines générations, donc les nouvelles générations ne conçoivent même pas acheter un logement qui ne serait pas connecté. Et puis on le voit, hein, des générations qui ont plus de moyens, mais qui imaginent déjà leurs vieux jours, etc., eux aussi sont très demandeurs de connecté. Donc un promoteur, aujourd'hui, va valoriser son opération à travers ce genre de label. Et le fait d'être accompagné par Veritas de bout en bout permet dès le début de garantir dans une plaquette de vente, dans une bulle de vente, qu'on est sur un projet sérieux, R2S 2 étoiles, avec tel service, tel service, tel service, garanti à la livraison. Et ça, c'est quelque chose qui va rassurer énormément les acquéreurs, plutôt que du grand blabla marketing. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opérations de promoteurs de l'ordre, alors je reprends le mot gadget de tout à l'heure, mais de l'ordre du marketing. Personne ne tombera dans le piège du marketing, hein. Tout le monde a besoin d'être assuré quand on parle de connecter. Et le fait d'avoir le tampon Bureau Veritas, franchement, est très rassurant. C'est quelque chose qui est connu, reconnu et qui va rassurer les acquéreurs. C'est plus qu'un coup de tampon puisque c'est une mesure dynamique que l'on a. Il ne suffit pas de mettre le logo sur son panneau de chantier. Dans ce que l'on veut, c'est pouvoir communiquer sur tout le projet de manière dynamique pour effectivement montrer que les investissements sont là et que ça va fonctionner. Nous aussi, nous nous engageons auprès du maître d'ouvrage et des entreprises pour que ça fonctionne. Donc, c'est un véritable challenge et un véritable défi qu'on se donne sur tous les projets. Et c'est le prix à payer pour que la transition numérique et énergétique se fasse et qu'on ait vraiment des acteurs engagés et nous prenons ce pari. Alors, je zappe une question parce que je pense que c'est Philippe qui pourrait répondre, mais c'est un peu complexe. Je pense que l'idée, ça serait qu'il y ait un contact de prix sur cette partie référent R2S, parce qu'il ne faut pas confondre les référents R2S qui sont formés par Bureau Veritas et les référents R2S au sens auditeur dont on parle. Donc, dans le tertiaire, il y a des référents R2S formés par Certivea, et dans le résidentiel, c'est un autre mécanisme, en fait, hein, c'est interne à Bureau Veritas. Donc, s'il y a des liens à faire, je pense qu'il faut les faire directement en appelant Philippe. Dans le slide que je vais vous montrer, il y aura ses coordonnées. La notion de référent est bien à part par rapport au tertiaire parce que il y a une cohérence d'ensemble par rapport à la logique de SBA. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des intégrateurs qui sont certifiés. Un intégrateur certifié dans le monde du résidentiel,
c'est vraiment le bon choix parce qu'on ne peut pas multiplier N fois des prestations intellectuelles dans le monde du résidentiel. Ça ne fait qu'augmenter les coûts. Dans certains cas, ce serait rédhibitoire au développement du dispositif. Donc, c'est pour ça que l'orientation d'un référent complémentaire, non, on l'a pas, il n'a pas été retenu. Par contre, oui, d'être bien accompagné par un AMO en amont qui saura répondre à votre besoin et de vous aider à définir, ça, c'est nettement plus intéressant que d'avoir un énième vérificateur en cours de chantier qui va de toute manière faire le même travail que celui que nous faisons dans nos métiers de base. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a un fonctionnement qui est un petit peu différent, où chaque acteur, dans sa compétence, est réellement utile et valorisé. Alors Et cette notion d'intégrateur est forte. pour conclure, je voulais reboucler avec ce que tu viens de dire, hein, sur je dirais les services d'accompagnement. Je vois qu'il y a une belle faute dans mon slide. Les services d'accompagnement sont très importants dans R2S. C'est nouveau, c'est des dimensions qui sont assez stratégiques. Donc, il y a des bureaux d'études spécialisés, il y a des AMO qui sont déjà formés. Philippe parlait d'intégrateurs. Alors, je sais pas si il y a des intégrateurs qui sont certifiés. Donc là, c'est le dispositif SBA avec AFNOR. Hein, on va certifier des intégrateurs. Et puis, on va avoir cette nouvelle dimension d'opérateurs de services, l'exploitant dont parlait Corentin, qui va aussi apporter toute une dimension fondamentale dans le sérieux de l'infrastructure R2S et des services qui vont être déployés. En termes de ressources, vous aurez donc pour les membres SBA, parce qu'il n'y a pas que des membres SBA ce soir, mais pour les membres SBA, vous avez sur votre espace privatif des éléments. Donc, on partage régulièrement tous ces documents. La version 1 sera disponible sur l'espace partagé, je pense fin mars. Hein, Philippe, tu me contredis si besoin, mais je pense que là, on approche et on est presque au détail du document. Donc, je pense que fin mars, on aura une V1 officielle. Vous avez aussi pas mal de vidéos sur le site. Donc, si vous voulez aller plus loin, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, on a des vidéos sur le site SBA qui sont ouvertes à tous, sur, par exemple, les différentes exigences, les différents points, les différents critères. Et puis, je voudrais terminer sur les événements à venir. Donc, ce Tour de France va continuer dans d'autres régions. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi sur d'autres dates, puisque je pense que même au fil du temps, on a des témoignages. Et je remercie Corentin pour son témoignage. Et on va avoir à chaque région un témoignage, j'espère, aussi intéressant. Le 13 avril, on aura un webinar avec le Midi Libre. Et puis, le gros rendez-vous qu'on a, hein, ça peut intéresser certains d'entre vous, ça sera la convention Smart Home. J'espère, je croise les doigts, en présentiel. J'espère qu'en juin, on sera un peu sorti de cette histoire. Donc, l'idée, c'est le 15 et 16 juin, de réunir les professionnels. Il y a un salon sur toute la notion de maintenance, d'exploitation, de dépannage du connecté à la Grande Motte. Et donc, on aura 2 jours de travaux, si ça vous intéresse, en juin. Et puis, ça c'est nouveau, hein, on a monté la SB Academy pour accompagner vos entreprises, pour accompagner vos équipes sur de la sensibilisation, sur de l'évangélisation, sur de l'éducation, on va voir de la formation. On a un module sur l'intelligence artificielle qui est déjà prêt, qui a déjà été donné d'ailleurs, un module sur R2S Connect, donc là plutôt pour les fabricants, hein, qui voudraient comprendre comment rendre leurs produits compatibles avec ces démarches R2S, et puis une session d'une journée sur les logements connectés que vous pouvez d'ores et déjà choisir et vous inscrire. Je ne sais pas si Philippe ou Corentin veulent ajouter des choses. Alors, je vais mettre mon dernier slide parce qu'il y a les coordonnées, il est miennes, il y a les coordonnées de David. Alors, David ne pouvait malheureusement pas être là aujourd'hui. Il est dans le train, donc peut-être qu'il nous écoute, mais David est votre contact dans les Hauts-de-France. Il a d'ailleurs porté le premier projet SBA R2S 3 étoiles, donc il est très calé sur R2S. Il est le représentant de la SBA en Hauts-de-France, hein, donc vous pouvez le contacter, vous avez son adresse email, vous avez l'adresse de Philippe, et puis éventuellement, si vous êtes intéressé par ce qu'a présenté Corentin, vous pouvez contacter Corentin sur son adresse mail.
Donc, peut-être que je vais laisser le dernier mot à Philippe, mais j'aimerais avant tout vous remercier parce que c'est intéressant d'avoir autant de questions et avoir autant de monde dans un webinar. Donc, merci d'être là. Et puis, un grand, grand merci à Corentin parce que c'était un exercice difficile et c'est vraiment passionnant de présenter ça. Je pense que ça préfigure énormément de travaux et de discussions et de projets dans les années à venir. Donc, merci beaucoup, Corentin. Merci à vous tous d'être restés aussi tardivement avec nous. C'est sympathique, c'est agréable, ça témoigne votre implication et votre volonté de mieux découvrir le réseau R2S et toutes les activités qui vont autour. Merci Corentin pour votre présentation qui donne chaud au cœur et qui montre que quelles que soient les situations, eh bien, il faut toujours se challenger pour améliorer, rentrer dans les critères économiques. Et le travail que vous faites, cet investissement est très appréciable. Et je suis convaincu que bientôt, on aura la fierté de visiter vos installations, ne serait-ce qu'à titre amical. Ce serait déjà beaucoup en ce qui me concerne. Et pour les autres participants également, écoutez, je suis à votre entière disposition pour répondre à toute question sur le sujet en toute transparence, à titre d'information. Et je m'inscris pleinement avec SBA pour continuer d'acculturer, continuer de faire passer les messages, répondre à vos interrogations auxquelles peut-être nous ne saurons pas répondre instinctivement et naturellement, parce qu'il y a parfois des questions qui sont très, très, très fines, auxquelles on n'a pas encore pensé. Mais en tout cas, c'est bien l'objectif de ce label, c'est bien l'objectif de nos travaux avec SBA, c'est d'être au fil de l'actualité, innover en permanence quand il le faut, dans la limite du raisonnable pour que tout le monde puisse suivre, et nous en premier. En tout cas, nous sommes fiers de pouvoir vous accompagner. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci Philippe, merci Corentin, merci à tous et bonne soirée.